Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Solomon Kane de chez Mighty Games. Donc on va regarder ce que contient la core box, la boîte Arsenal, l'aventure exclusive KS La main droite du destin, l'artbook et le playmat. Je vous présenterai également l'ensemble des figurines du jeu, ainsi qu'une partie en mode récit pour vous expliquer les principales mécaniques du jeu. Et enfin surtout, je vous donnerai mon avis et mon point de vue. On commence avec le playmat. Donc le playmat, c'est un item que vous pouviez pledger en option sur la campagne Kickstarter. Donc on le retrouve ici dans un grand cube en carton. Alors je viens de dérouler le playmat pour qu'on ait une vue d'ensemble. Je vous mettrai les dimensions dans les commentaires de la vidéo. On retrouve en haut à gauche le nom du jeu, en bas à droite le nom de l'éditeur du jeu. Donc c'est un playmat en néoprène, relativement classique, de bonne facture, qui est plutôt discret. Donc on va retrouver Solomon Kane, les 4 vertus et ténèbres. Alors voici la core box du jeu, elle est très grande. C'est du carton renforcé, qui est relativement épais, ici. Et donc à l'intérieur de cette core box, on va bien sûr retrouver le livre de règles, j'y viendrai plus tard, et l'ensemble des livres d'aventure. Solomon Kane est un jeu coopératif dans lequel on va diriger des vertus qui vont faire évoluer Solomon Kane et lui faire accomplir différentes aventures. Donc on aura nécessairement besoin d'un des livres d'aventure. Donc ici on a par exemple le Grand Chasseur de Sorcières. Donc c'est un livre qui contient 43 pages. On va retrouver un second livre d'aventure qui s'appelle L'Ogre, 47 pages. Là on a un plus gros livre d'aventure, Des crânes dans les étoiles. Donc dans les étoiles, c'est référence avec un être éthéré, comme ça on dirait un peu l'univers Lovecraftien. Donc là, qui est un livre qui est quand même beaucoup plus gros. On est sur 95 pages. Ensuite, on va retrouver le livre d'aventure qui s'intitule Bruit d'ossement, avec seulement, entre guillemets, 39 pages. Encore un livre d'aventure, La montagne hantée, 51 pages. Les cavaliers de la mort, j'aime bien l'illustration. Il y a Sleepy Hollow, un petit peu. C'est plutôt ça, très sympa, avec 91 pages. La bête de la Gironde, avec 39 pages. Mighty Games, c'est une société d'édition française. C'est pour ça qu'on trouve un livre d'aventure qui s'intitule La bête de la Gironde. Et enfin, je pense que c'est le plus gros, celui-ci, La flamme bleue de la vengeance, le retour de la fureur, volume 74. Où là, alors là, on a carrément 159 pages. Une fois qu'on a retiré le livre de règles et les livres d'aventure, on va avoir des dés qu'on va jeter pour faire les actions, notamment les actions des vertus. La croix, ça va représenter la foi, il y en a 2 par dé. Le cœur plein symbolise la bravoure. Si on retourne le dé, la face inverse, on va retrouver ici le cœur noir qui représente la peur. Et pareil pour les ronds. On a ici, côté pile, entre guillemets, le rond qui symbolise la détermination. Et à son opposé, on va avoir un rond avec des épines qui représente la douleur. Donc on a comme ça 18 dés. On a également 3 cubes chance qui vont pouvoir nous apporter des bonus. Et de la même manière, on a également 3 cubes miséricorde. Ensuite, on a une boîte de sauvegarde en carton dans laquelle on va pouvoir disposer les divers éléments du plateau de jeu pour les retrouver d'une aventure sur l'autre. Ça évite de devoir tout noter. Il suffira de mettre tous les tokens pour ensuite retrouver l'aventure là où on l'avait arrêté. Ensuite, on va voir des cartes. Il y a beaucoup de cartes. Ici, on va avoir des cartes de type découverte. Donc, il y en aura autant qu'on va avoir d'aventure. On va avoir également des aides de jeu qui vont donner des indications sans avoir nécessairement à retourner dans les livres de règles. À noter qu'ici, on a à l'intérieur un thermoformage qui est très bien fait et des compartiments en plastique qu'on peut conserver ou pas. Alors à noter qu'ici, Mighty Games fait bien les choses. On est sur un form tray qui est rigide et qui est également adapté pour mettre toutes les cartes slivées. Donc ça, c'est plutôt très bien vu. Donc on a encore des cartes découvertes. Voilà, donc là, on a beaucoup de cartes découvertes avec une référence pour les retrouver plus facilement. Voilà, toutes des cartes découvertes. Mais on n'a pas que ça. On a aussi d'autres cartes au format plus classique. On a des équipements. Enfin, c'est pas des équipements, ça va être, on verra plus tard. Une carte présage et des cartes, les cartes de jeu des vertus, avec chaque vertu a son deck de cartes. Pareil pour ténèbres. Et on va retrouver également des cartes événements. On va avoir dans un format légèrement supérieur des cartes actions des vertus et des cartes effets de combat. Bien sûr, on va retrouver les tuiles de jeu. Elles sont toutes recto verso, relativement épaisses, de bonne qualité. Elles vont pas plier facilement, vous voyez. Et elles sont plutôt très jolies. Avec également une référence sur la tuile pour pouvoir les retrouver plus facilement, notamment pour la mise en place de différentes aventures.
Ensuite, on va retrouver des tokens en plastique, des jetons. Donc ici, on va retrouver un jeton rose des vents, avec le nord, est, ouest et sud. Des jetons attributs qu'on va placer sur le board des attributs pour le faire avancer ou reculer. Des jetons qui vont nous permettre de déterminer l'ordre des joueurs, puisque dans Solomon Kane, eh bien, ce sont les vertus, donc les joueurs qui vont décider qui commence, qui joue en 2, qui joue en 3, etc. Donc ces jetons vont nous permettre simplement de retrouver qui joue dans quel ordre. Et ensuite, nous avons également 3 jetons apparition. Donc ce sont des jetons qu'on va mettre sur les tuiles de jeu pour les chapitres de scène. Et c'est à partir de ces jetons d'apparition qu'on va pouvoir faire apparaître tel ou tel adversaire. Une fois qu'on a dépunché l'ensemble des tokens, on va pouvoir les disposer dans les 9 compartiments, comme on veut. Ensuite, on va retrouver les dés que j'ai enlevés. Ils ont un petit peu de jeu. Sur la partie centrale, on va venir mettre toutes les cartes de grand format en laissant la place au milieu pour le paquet de sauvegarde. Alors, toutes les cartes qu'on va pouvoir, bien sûr, sliver. À noter qu'ici, comme on l'avait vu, donc on a un emplacement, on a les thermoformages supplémentaires en plastique qu'on peut facilement retirer pour gagner de la profondeur supplémentaire et venir disposer les cartes peut-être différemment ou mettre du contenu additionnel, c'est comme on veut. Sur la partie de gauche, on va retrouver l'emplacement des cartes de format plus petit, toujours avec la possibilité de retirer les 2 thermoformages qui sont présents de part et d'autre. Une fois qu'on a bien rangé comme on voulait, eh bien on va remettre nos tuiles, une partie des tuiles par ici, avec l'ensemble des livres d'aventure et livres de règles. Et quand on va venir fermer le tout, eh bien on aura un élément qui sera stable et qui ne bougera plus. Je vais vous présenter maintenant The Hardbook of Solomon, qui est l'artbook officiel Solomon Kane, qui était disponible en option de pledge sur la campagne de financement Kickstarter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me taire, vous tournez les pages et vous allez admirer et regarder les illustrations.
Voici la seconde boîte qui est la boîte Arsenal, qui est du même format que la Core Box, qui est un tout petit peu plus légère, qui est également en carton renforcé. À l'intérieur, on va retrouver un tableau de bord des attributs qui est en double épaisseur, ce qui va nous permettre ici, comme on peut le voir, de faire glisser les jetons qu'on a vus, les jetons des attributs tout à l'heure, pour faire avancer ou reculer les attributs de force, lucidité, compassion et danger. Au fur et à mesure qu'on va avancer ou reculer, on va gagner donc soit des bonus, soit avoir des malus dans l'une ou l'autre des attributs. Ensuite, on va retrouver 2 panneaux de tokens que j'ai commencé à dépuncher. Ce sont différents tokens recto-verso. Second panneau de tokens que j'ai commencé là aussi à dépuncher. On va retrouver un paquet de feuilles de sauvegarde relativement conséquent dans lequel on va pouvoir noter les différents stades d'évolution de notre héros, ce qui nous permettra à la fois suivante de reprendre l'aventure en ayant conservé les différents stades d'avancement de l'aventure et de Solomon Kane. Le plateau nuage sur lequel les vertus vont pouvoir stocker différents items, notamment des cubes, des bonus, des jetons lumière, etc. On va retrouver ensuite les plateaux de jeu qui sont les boards, donc ici pour les vertus. On va en avoir 4 de base qui sont tempérance, prudence, courage, ténèbres qui n'est pas une vertu, qui va être en fait l'IA, qui va essayer d'empêcher Solomon Kane d'arriver à ses fins, justice et providence qui est également donc une vertu qui est jouable quand on joue en mode solo. Ce sont là également des plateaux en profondeur dans lesquels on va avoir ici des épaisseurs pour ici stocker les résultats de nos dés et ici stocker la figurine correspondante. On va avoir également 2 nouvelles tuiles, donc là je vais vous les présenter également. Donc toujours des tuiles recto verso avec un numéro pour les retrouver plus facilement. Alors on va s'arrêter une minute sur cette tuile par exemple. Donc on voit sur la tuile qu'on a différents traits de couleurs. Tout simplement, les lignes blanches délimitent les différentes zones et cases du plateau de jeu. On peut les traverser librement. A l'inverse, les lignes de séparation rouges sont infranchissables et les personnages ne pourront jamais les traverser. Alors sur les tuiles, on peut trouver parfois, comme ici, une double ligne. Cette double ligne constitue donc une ligne spéciale et dans tous les cas, ce sera une carte découverte qui va nous expliquer de quelle manière on peut la franchir ou pas et les effets de jeu qu'elle aura. On va trouver également un guide de démarrage rapide qui est un fascicule format A5 dans lequel on va vous expliquer simplement comment utiliser le guide, de choisir une aventure, par exemple là on a des choix proposés d'aventure, de rassembler le matériel de jeu dont on aura besoin, de choisir un mode de jeu, on verra plus tard à quoi ça correspond, d'effectuer la mise en place et enfin de commencer à jouer. Voilà. Donc c'est un petit fascicule qui fait 4 pages, qui est relativement court et qui résume en fait la mise en place et puis simplement de dire comment on joue au jeu. Et enfin on va retrouver 5 boîtes qui vont être numérotées. Donc ici par exemple on a la boîte 5 sur 5 et ainsi de suite. Donc là on a 2 boîtes format rectangulaire, donc la boîte 2 et donc la boîte 1. Donc là pour les figurines, le plus simple c'est que je vais vous présenter sur le plateau tournant l'ensemble des figurines en indiquant la référence de la boîte, ainsi que le modèle de figurine et le nombre de figurines que contient le jeu.
Passons à la présentation de la boîte La main droite du destin, qui est une aventure exclue KS, qui était, si je dis pas de bêtises, en early bird pour donc les pledgers de la première heure. Donc on va être sur une boîte type carton, alors beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, ce qui est normal, puisqu'a priori il y a moins de contenu. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver un fascicule qui nous parle du contenu de la boîte, une aventure, donc avec un livret d'aventure de La main droite du destin, un acte en 10 chapitres, 48 cartes découvertes spécifiques à cette aventure, et une figurine de La main droite du destin. Voilà, donc est-ce que c'était vraiment la peine de mettre une feuille pour nous parler du contenu de la boîte? Pourquoi pas, un peu superficiel, mais bon, superflu, c'est pas très grave. Ensuite, on va retrouver donc notre bouquin d'aventure, donc comme les autres, avec ici les spirales en acier qui permettent de facilement tourner le livre. Donc on va être sur un bouquin d'aventure de 47 pages, qui est plutôt un bouquin léger par rapport à ce qu'on peut voir sur le reste. On va retrouver donc nos cartes spécifiques, cartes découvertes spécifiques à La main droite du destin. Et enfin, effectivement, on va retrouver notre figurine, notre petit hôtel, notre petit bureau, avec la main, la bougie, c'est un livre, on dirait un livre, avec ici un flacon qui a été renversé. Donc c'est vrai que quand on regarde bien dans le détail, là on peut trouver 2 pièces par exemple, avec du liquide, le flacon qui est renversé sur le parquet. Donc là on a une partie parquet et une partie pierre. Et on va retrouver notre petit bureau avec 2 portes à serrure. C'est plutôt super bien fait, je trouve. Avec donc la main, la petite chandelle qui coule. On voit les couleurs de la bougie, donc c'est vraiment très très détaillé. Après sur le plastique, on va retrouver donc en dessous sur la base Mighty Games le logo avec le numéro qui doit correspondre à l'usinage, au numéro de série de la pièce. Après on est sur du plastique rigide, il n'y a rien de particulier. La base, elle est relativement droite, il n'y a pas de courbure, ce qu'on peut trouver sur d'autres jeux comme Reichbuster notamment, où on va avoir des bases qui sont un peu gondolées. C'est pas le cas ici. Et au niveau des moulures, alors là je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais je trouve qu'il n'y a pas ou très très peu de moulures. On en a une ici sur la main, mais c'est très raisonnable. Le travail débarbage ne sera pas forcément trop long sur une figurine comme celle-là. Donc plutôt sympa, très sympa même comme figurine. Et avec son petit emplacement, son logement ici pour mettre la figurine dans son emplacement. On remet nos cartes découvertes. Alors ici, aucun intérêt que je vous présente les cartes découvertes. Éventuellement, si je filme des parties de jeu et que on joue cette aventure, vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, je trouve que ça n'a pas de sens de vous présenter les choses comme ça. Le bouquin, on remet notre contenu, notre petit fascicule sur le contenu de la boîte à l'intérieur. Et on va venir, comme ceci, refermer notre boîte. Et voilà, c'était La main droite du destin, une aventure exclusive Early Bird de la campagne de financement Kickstarter. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des contenus des différentes boîtes Arsenal et de la Core Box, les figurines, l'artbook, le playmat, je vous propose maintenant de faire une partie en mode récit pour voir et comprendre les principales mécaniques du jeu. J'ai choisi une aventure au hasard, donc j'ai pris le grand chasseur de sorcières. On va aller prendre le contenu dont on aura besoin pour faire cette aventure. Ensuite, on va aller choisir le chapitre 1A, qui est un récit. On va garder cette page devant nous. La première étape, ça va être tout simplement de lire le descriptif. Solomon Kane chevauche le long d'une route très fréquentée du comté d'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre. Par cette chaude matinée de juillet, la plaine est verdoyante et parsemée de nombreuses villes, villages et communautés paysannes. Même si la scène semble paisible et riante, la région est déchirée par la guerre civile. La menace d'un bain de sang et la terreur restent omniprésentes. En milieu de matinée, le puritain parvient dans un petit village, Manningtree, où il a l'intention de faire boire son cheval et d'acheter quelques provisions. Au centre de l'agglomération, une foule s'est rassemblée, l'atmosphère est lourde de danger et d'hostilité. Les villageois forment un cercle autour de 2 groupes distincts qui se font face. Le premier est constitué d'hommes brutaux et agressifs, ressemblant à des miliciens, bizarrement dirigés par un puritain vêtu de la même manière que Solomon Kane. L'autre groupe est formé de soldats parlementaristes qui ont l'air tout aussi dangereux, et sont conduits par un jeune et fringant officier. Bien qu'il soit trop éloigné pour entendre les paroles échangées, Kane se rend immédiatement compte que les 2 groupes sont sur le point d'en venir aux mains. La colère empourpre les visages, et les mains se rapprochent des pistolets et des épées. Solomon Kane descend rapidement de cheval. Il est malheureusement trop tard pour arrêter ce probable déchaînement de violence. Il doit se ranger dans l'un des camps pour mettre fin à cette situation. Une fois qu'on a lu l'histoire, on va avoir des règles spéciales concernant ce chapitre,
Notamment, donc les vertus peuvent discuter des actions, peuvent effectuer des actions de discussion. C'est normal puisqu'on est dans une scène où il va y avoir des dialogues, donc il ne va pas y avoir de combat par exemple. L'objectif va être d'illuminer la voie de Solomon. Pour ce faire, on va devoir mettre au minimum 3 compteurs lumière sur la voie de Salomon. Si on y arrive, on va être dans la voie lumineuse, auquel cas on passera au chapitre de A, sinon on sera dans la voie ténébreuse où on ira au chapitre de B. On prend 4 cartes ténèbres que j'ai disposées par là-bas. La carte découverte D1209 qui va nous proposer 2 choix par rapport au texte d'ambiance que j'ai lu précédemment. Donc soit on va rejoindre l'officier des têtes rondes auquel cas on va révéler la carte D1241, ou alors le camp du puritain, la 1242. Bon, a priori, je sais pas, Solomon Kane est un puritain. Je vais plutôt choisir l'option B, on va dire, donc la D1242. Donc je vais prendre mon paquet de cartes découvertes. Découverte D1242. Solomon étudiait l'officier des têtes rondes, mais pourquoi ces hommes se querellent-ils? Un puritain ne se mêlerait jamais de politique. Et celui-ci doit clairement être en train de se défendre. Même s'il ne connaît pas la raison de cette altercation, Solomon décide d'intervenir. Solomon rejoint le camp du puritain, c'est le jugement de Solomon. Reste en jeu pendant tout l'acte. Et ensuite, si on fait des actions de discussion, on va pouvoir également piocher 2 autres cartes que j'ai donc positionnées par là-bas. On va prendre notre plateau d'attributs, et donc on va mettre la force, la lucidité et la compassion sur 7, comme ceci. Et notre niveau de danger va être à 4. On va choisir une vertu. J'ai décidé de choisir justice. Je prends les cartes du deck de justice que je sépare en 2. Je prends un paquet. Parmi ces cartes, je vais choisir 2 cartes. Par exemple, ces 2, puisque je vais devoir poser de la lumière. Je vais mettre celle-ci en main gauche et celle-ci en main droite. Ensuite, ces 2 cartes vont constituer ma main. Et les 4 cartes restantes vont constituer la pioche. Les autres vertus, je ne vais pas les jouer, par contre, je vais les garder à côté de moi sur le board, car en dépensant des dés, je vais pouvoir activer les actions centrales des plateaux de jeu. Par exemple, pour Tempérance, je vais pouvoir explorer, et pour les 2 autres, je vais pouvoir également faire d'autres actions. Donc une fois qu'on est prêt à démarrer la partie, eh bien on prend 3 dés de base, on lance les dés, on obtient ces résultats. Donc, on a le droit de faire une action, soit on retourne un des dés pour le mettre à l'inverse, soit on a le droit de le relancer un des dés. J'ai des actions d'illumination qui sont là et là, qui nécessitent un cœur plein et un cercle ici, tandis que de l'autre côté, si je baisse la compassion de 1, je vais poser une lumière. Je vais décider de retourner ce dé, donc pour obtenir le cœur plein, et à ce moment-là, donc je prends mon cœur plein que je viens positionner sur ma carte, mon cercle plein également que je positionne sur ma carte d'illumination, et je viens mettre mon dé supplémentaire en réserve. Donc j'ai terminé, à ce moment-là, je vais résoudre les cartes. Donc je résous la carte illumination, poser un jeton de lumière. Donc je prends un jeton de lumière et je viens le poser directement sur la voie de Salomon. Mon board, il manque une carte, donc je reprends dans mes cartes, je vais dire que je vais vouloir jouer la carte sympathie. Donc je la mets sur la gauche. À ce moment-là, j'ai plus qu'une carte, donc je repioche une nouvelle carte dans ma main. On passe au tour de ténèbres. Ténèbres ici, on est sur une phase de récit, donc on va simplement venir piocher une des cartes. Donc les cartes, comme on a vu tout à l'heure dans la mise en place, on a 4 cartes ténèbres. Une fois qu'on aura passé les 4 cartes ténèbres, eh bien nous aurons terminé le chapitre. Donc on vient retourner la carte et on vient appliquer uniquement l'effet du dessus puisqu'on est sur une partie de récit. Retirer tous les dés des plateaux de bord de toutes les vertus, et on a -1 en force. Donc le dé que j'avais mis précédemment en réserve ici, il est défaussé, et on vient baisser la force du plateau de -1. Cette carte ténèbres, on la défausse, et ensuite, eh bien, on peut rejouer. Donc là, comme je suis seul en mode coopération, je joue justice, toujours. À nouveau, je reprends 3 dés, je lance, j'obtiens ça. Donc ici, nous avons un symbole croix, qui est le symbole foi, qui est un bonus qui peut compter pour n'importe quel autre dé. Je vais décider de retourner celui-ci pour obtenir le symbole comme ceci, que je vais pouvoir mettre ici. Ensuite, on a le symbole de la foi que je vais positionner là. Et enfin, le cœur vide, je vais le mettre en réserve. À ce moment-là, je vais décider de jouer la carte d'action influence. On va baisser la composition de 1 pour pouvoir poser un jeton de lumière. Donc, on passe la compassion, pardon, pas la composition, on la baisse de 1. On vient positionner un jeton de lumière sur la piste de Solomon. On vient donc reconstituer ici sa main. Par exemple, je vais positionner la carte surveillance sur ma droite. Je n'ai plus qu'une carte en main, donc je repioche. Je viens de piocher la carte brillance, qui est une carte très puissante, surtout dans cette partie. Par contre, ça demande un sacrifice de composition et un peu de dés. Voilà.
Donc j'ai terminé, on va passer maintenant à la phase de ténèbres. Ça va se limiter ici à piocher une nouvelle carte. Toujours pareil, donc on applique l'effet du dessus puisque on est en mode récit. Force -1, lucidité -1 ou compassion -1. Et pour chaque croix posée sur un tableau de bord de vertu. Donc là, regarde les tableaux de bord de vertu. J'ai celui-ci, le mien donc, où j'ai posé effectivement un symbole. Et donc je vais venir choisir de baisser un. Donc je vais dire que je vais baisser par exemple, donc la force elle est à 6, la lucidité qui est la plus élevée, on va la passer comme ça à 6 et revenir au niveau des autres. Ensuite les effets, donc toutes les vertus transforment tous les dés de leur tableau de bord en cœur vide et on défausse. J'avais déjà le cœur vide, et bien ces deux là je les transforme également en cœur vide et du coup je les défausse. Donc on a déjà passé 2 cartes ténèbres sur 4, donc on poursuit. Je vais décider de prendre le cercle plein, je vais le retourner pour avoir le cercle comme ceci, que je vais positionner ici. Le cœur plein, je vais le mettre là, et le deuxième cœur plein, à ce moment-là, je vais le mettre en réserve. Donc là, on a terminé le tour, on pioche une nouvelle carte ténèbres, révéler 2 cartes péché capital, et toutes les vertus transforment tous leurs dés de tableau en cercle avec les ronces. Donc je défausse, je transforme tout en cercle comme ceci. Donc celui-ci, il se transforme en cercle avec ronce, donc je le vire. Je vais tirer 2 cartes péché capital, et donc on va venir appliquer l'avarice. Les vertus ne peuvent pas utiliser ou défausser leur carte action, c'est une carte qui reste en jeu. Et l'orgueil, retirer toutes les vertus du plateau de jeu. Les vertus ne peuvent plus être placées sur le plateau de jeu, et c'est également, ça reste en jeu. Ces cartes péché capital apportent des malus importants en jeu. On voit qu'on a 2 réceptacles, donc je vais venir pouvoir poser des jetons de lumière pour tout simplement annuler les cartes et donc les défausser. Donc on obtient 2 bonus. Cette carte est intéressante. Par contre, j'aurais besoin de cœur que je n'ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais relancer un dé. J'obtiens un cœur plein. Donc à ce moment-là, je peux venir comme ça positionner mon cœur ici, positionner un bonus, donc on peut mettre un bonus, pas plus par action, ici, et donc venir baisser la compassion de 1 point, comme ceci, pour jouer l'effet de la carte brillance. Donc je joue ma carte, poser 2 lumières, et tout simplement poser 2 lumières sur l'objectif de la mission. C'est tout pour les effets. Donc maintenant je vais révéler la dernière carte ténèbres. Donc réduisez la force, la lucidité et la compassion pour qu'elle soit égale à la valeur d'attribut la plus faible de Solomon Kane. La compassion qui est à 5. Donc je vais baisser la lucidité et la force pour les ramener à 5 et augmenter la limite d'apparition des ombres. J'ai terminé. La piste des ténèbres, les cartes ténèbres sont toutes épuisées. Donc on a terminé. Voyons l'objectif. Donc nous sommes dans le dénouement, dans la voie lumineuse. Donc on va passer au chapitre 2A. Donc on va prendre notre livre d'aventure, le retourner, aller chercher le chapitre 2A, une opinion populaire, le chapitre 2A qui est un chapitre de scène. Pour le chapitre 2A qui est un chapitre de scène, je ne vais pas faire de partie pour plusieurs raisons. Déjà, je suis seul. Il vaut mieux jouer à plusieurs pour que chacun puisse diriger une vertu. C'est beaucoup plus fluide et plus simple à jouer. Et qu'il est encore, entre guillemets, comme la plupart des jeux Mythic Games, entre guillemets, je dis bien en rodage, à savoir qu'il y a énormément de points de règles qui ne sont pas clairement définis. D'ailleurs, il est précisé à de nombreuses reprises dans le livre de règles qu'en cas de conflit entre les cartes et le livre, ça va être les cartes qui vont primer. Il est également dit que les cartes événements viennent perturber les règles du jeu. C'est un jeu qui est abouti, qui est jouable, et quand même d'une très très grande complexité. Avancer Solomon Kane va nécessiter de faire intervenir des actions des différentes vertus. Quand on va être à proximité ici, on va avoir un système d'aura qui va venir nous donner des bonifications pour les systèmes de combat. Pour le combat, il va falloir activer une action, piocher une carte de combat, piocher une carte de résolution de combat, et pour savoir dans quelle proportion on va avoir réussir notre test, il va falloir comparer différentes capacités, notamment notre board, le fait d'être à proximité ou pas du nombre ou d'une vertu, et en fonction d'autres événements également. Donc un simple combat peut rapidement prendre plusieurs minutes,
nécessiter la manipulation de plusieurs cartes et revenir aussi pas mal dans les différents bouquins de règles et d'aventures. Sans parler des règles spéciales qui viennent en plus alourdir l'ensemble. Et c'est vraiment une tannée, il faut vraiment se farcir les règles et y revenir en permanence. C'est très lourd. C'est un jeu qu'on va apprécier au bout de plusieurs parties. Et c'est un jeu, par contre, à mon avis, où il faut vraiment être plusieurs. Parce que seul, pour manipuler une vertu, je dirais, c'est pas évident. Manipuler l'ensemble, ça devient carrément presque impossible. Donc le faire bien, je veux dire. Donc c'est mieux de jouer avec des gens, sauf que ce type de jeu, il faut y jouer avec des gens qui connaissent déjà bien le jeu. Donc après, je pense qu'à plusieurs, idéalement à 4 qui connaissent bien le jeu, c'est génial. Maintenant, tout seul ou alors avec des amis qui connaissent pas forcément le jeu, c'est pas un jeu que forcément que je vais réserver. En tout cas pour des novices. Moi qui me considère plutôt comme un spécialiste des core games, même pour moi c'est quand même relativement c'est lourd, pas mal d'appréciation. Il y a des cas où on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, même si le livre nous dit que c'est la carte qui prévaut. Voilà, il y a beaucoup d'approximations. N'empêche que voilà, on est sur une chapitre de type scène, donc on va faire évoluer Solomon, éventuellement également nos vertus, et il va y avoir des effets par les cartes découvertes. Donc là c'est la carte découverte du chapitre qui va rester en jeu et qui va avoir un effet à chaque fin de tour de vertu. On va appliquer les effets et comme ça on va jouer. Donc les ennemis ici vont venir, les brigands, attaquer les soldats ou l'inverse selon qu'on aura obtenu des jets de dés plus ou moins différents. On aura également un système de nuages sur lequel on va venir pouvoir placer des items, des bonus, des dés de blanc, enfin des cubes pardon, blancs ou verts, également des tokens de bénédiction qui vont avoir une influence sur Solomon, en sachant que de toute façon l'ensemble des vertus vont interagir pour le compte de Salomon. On va venir interagir également avec le board ici des attributs qui va évoluer de gauche à droite. L'objectif c'est résoudre le conflit. C'est indiqué ici, l'objectif est résoudre le conflit. Quand l'une ou l'autre des factions est détruite, ou bien sûr qu'on a épuisé notre timer de cartes ténèbres, eh bien on est dans ce qu'on appelle la résolution, ou alors que la piste de danger est à 11 ou les attributs sont inférieurs à 1, effectivement, là aussi, eh bien, de fait, on a résolu le conflit, enfin du moins la partie sera terminée. Voilà, je voulais quand même terminer cette vidéo sur une note positive et remercier et saluer le travail des équipes de Mighty Games qui nous proposent un jeu hyper immersif dans un univers très très riche et à la fois très sombre de Solomon Kane. Il y a énormément de contenu comme souvent avec le jeu de Mighty Games. Les figurines sont magnifiques, très variées, de très bonne qualité et relativement grandes. Le système de jeu est très original avec un système où on va pouvoir échanger, constituer des stocks de dés, se les passer, les réserver et interagir de manière indirecte sur Solomon Kane pour le faire évoluer dans cet univers. On a énormément de contenu, énormément d'aventures. Le revers de la médaille, c'est vrai qu'on a un système de jeu qui est très lourd, pour l'instant, de mon point de vue, qui n'est pas suffisamment abouti, dans le sens où les règles parfois ne sont pas suffisamment claires et laissent trop souvent libre place aux appréciations. Pour terminer, je pense que la communauté, notamment les groupes Facebook et autres, vont apporter énormément, notamment au travers des questions-réponses, pourquoi pas des mises à jour, du travail des fans. Voilà, si je pouvais résumer, je dirais que comme tous les jeux de Mighty Games, ce jeu Solomon Kane est comme un bon vin. Il va se bonifier dans le temps au fur et à mesure des ajouts de la communauté et de l'éditeur. Et enfin, je voulais à nouveau remercier Mighty Games pour ce jeu qui est de toute beauté et qui a un potentiel gigantesque.